Je voudrais d'abord faire réagir mon invité sur cette confusion des luttes. Jacques Marie-Lotion, vous êtes député de La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour. On n'est plus dans la convergence, on est dans la confusion là. Écoutez, je pense qu'on est un peu dans le n'importe quoi. Certains ont la nostalgie de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et ils ont envie de reproduire mai 68, tout simplement. J'ai pris la peine avant de venir de lire sur le site de la France Insoumise l'appel à la manifestation. Et dans tous les arguments, vous pouvez reprendre les points un par un, 95% d'entre eux sont faux. Donc à partir de là, évidemment, comme vous le disiez à l'instant, on peut raconter n'importe quoi. Alors, on va détailler justement les mots d'ordre et les particularités de cette manifestation. Il y en a beaucoup. On va d'abord rejoindre Baptiste Guénet à Marseille. Baptiste, c'est à Marseille que Jean-Luc Mélenchon a choisi de manifester dans sa circonscription. Alors effectivement, Jean-Luc Mélenchon est attendu ici pour une prise de parole dans les prochaines minutes. Ici à Marseille, le cortège est en train de se constituer. 20 minutes avant le départ, quelques centaines de personnes sont rassemblées sur le Vieux-Port. Pour l'instant, difficile d'évaluer quelle sera l'ampleur de la mobilisation, mais 65 organisations de gauche ont appelé à manifester, des syndicats, des partis politiques, mais aussi des associations. Tous ont des revendications différentes, mais un dénominateur commun, la volonté de protester contre la politique d'Emmanuel Macron. Alors, Jean-Luc Mélenchon est attendu à Marseille. Il avait promis une marée populaire aujourd'hui en France. On va voir si le pari est tenu ici. Mais déjà, une petite victoire. La CGT va défiler aux côtés des Insoumis. Cela faisait 20 ans que le syndicat n'avait pas pris part à une manifestation aux côtés d'un parti politique. Merci Baptiste et à tout à l'heure. On écoutera d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dès qu'il arrivera donc à Marseille pour le début de cette manifestation. J'étais sévère tout à l'heure en disant c'est un peu fourre-tout, il n'y a pas de mot d'ordre, on verra dans le détail. En revanche, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il fait, c'est extrêmement malin, je trouve. C'est-à-dire qu'il non pas à Paris, mais il a choisi d'aller à Marseille et c'est pas un hasard. C'est pas se démarquer. Voilà, c'est pas parce qu'il est député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, c'est qu'il y a une autre ambition. On va se projeter en 2020, 2021, les municipales sont là. Et Jean-Luc Mélenchon fait aujourd'hui aussi clairement le pari de Marseille, avec souvent cet argument, Marseille est un laboratoire d'idées pour la France Insoumise. Mais c'est aussi l'objectif des municipales, voir comment il peut rassembler, s'il est soutenu, s'il y a du monde derrière lui. Donc ça, c'est particulièrement important. Et puis Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il ne se contente pas de défiler, il l'appelle un front populaire. Belle formule, et en même temps malin aussi de faire référence, c'est un symbole pour la gauche, ces avancées sociales, le Front populaire. Ce qui veut dire, et ce qui sous-tend aussi, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas seulement là pour manifester, comme peut le faire la CGT, mais lui, ce qu'il veut faire, c'est gouverner et prendre le pouvoir. Reste encore qu'on n'est pas dans le contexte du Front populaire et de 36 et que l'unité n'est pas encore là. Vous venez de le dire, le Front populaire, c'était en 1936. Nous sommes en 2018. Il me semble que le monde a changé. Le parallèle est inapproprié. Totalement. Totalement. Si vous voulez, la plupart des gens qui sont là dans cette manifestation, certains sont de bonne foi, mais ils sont de bonne foi, ils écoutent des gens qui leur racontent que des mensonges. On peut reprendre, si vous avez le temps, point par point. On nous parle de politique d'austérité. Où avez-vous vu une politique d'austérité ? Moi, je peux dire qu'il y a des pays en Europe, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, qui ont eu une politique d'austérité. Où avez-vous vu une politique d'austérité ? C'est n'importe quoi. Personne ne peut les croire quand ils disent ça. Je prends d'autres arguments. Casse des services publics. La SNCF, bien sûr. Alors on nous raconte, que fait le gouvernement ? Il vous annonce qu'il va d'ailleurs reprendre une partie de la dette, mais surtout qu'on va investir 36 milliards dans le réseau ferroviaire pour justement améliorer la qualité des dessertes et la sécurité des Français. Mais est-ce que jusqu'à ce c'est pas ça que j'appelle la casse du service public, vous êtes d'accord avec moi ? Les syndicats n'ont pas eu raison d'aller jusqu'au bout, puisque aujourd'hui, même si à la sortie de la réunion hier à Matignon, ils disent, bon, on les voit un peu en dissension entre ceux qui veulent arrêter, pas arrêter, on verra ça au mois de juin, mais d'être allés jusqu'à ça, c'est nous qui avons fait plier le gouvernement, ils disent à la sortie. Vous leur dites quoi ? Qui peut les croire ? Qui peut les croire ? Depuis le début, nous avons annoncé, comme c'était déjà l'année dernière, nous avons une phase de négociation, une phase de concertation, nous invitons les syndicats, nous invitons les partenaires sociaux et nous discutons.
D'accord ? Bon, donc tout est ouvert. Il y a des choses qui sont obligatoirement fermées parce que ça fait partie de la réforme, mais il y a énormément de choses qui sont à discuter. Et au fil du temps, les choses s'ajustent entre les différents syndicats, pour peu que les propositions des syndicats soient des propositions, je dirais, concrètes et réalistes. Mais je vous rappelle quand même que la manifestation, les grèves ont été annoncées par la CGT, appelées par la France Insoumise, avant même que les négociations commencent. Les cheminots, les fonctionnaires, l'hôpital public, est-ce que vous, représentants de la majorité, ça vous inquiète pas aujourd'hui ? Et tout à l'heure, j'étais en train de faire mes courses. Bon. Eh bien, les gens que je croise me disent quoi ? Mais tenez bon ! Tenez bon, on en a marre de ces grèves qui ne servent à rien. Elles sont injustifiées. Vous dites tenez bon, allez jusqu'au bout. Mais ils me disent elles sont injustifiées. Premièrement, d'accord ? La CGT et d'autres nous disent, et Sudrail par exemple, maintien du statut. Mais personne n'a jamais songé à enlever le statut aux cheminots actuels. D'accord ? Bon, or, ils font croire et ils annoncent partout qu'on va supprimer le statut. C'est un mensonge. Jacques Donc à partir de là, vous Marie-Notion, pouvez raconter n'importe quoi. il y a les gens que vous rencontrez, vos administrés, et puis il y a aussi les sondages. Oui. Le dernier sondage en date montre que les conflits sociaux pèsent sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Moins 3,40% d'opinion positive. Est-ce que vraiment le gouvernement peut se permettre une guerre d'usure comme c'est le cas actuellement sur la SNCF ? Alors moi je dirais plutôt, est-ce que la SNCF peut se permettre ce genre de situation ? Et tout le monde dira non. La SNCF a autre chose à faire que de perdre son temps et son argent et le temps des Français. Et je vous signale qu'en ce moment, ce sont les entreprises qui souffrent aussi le plus. Ouais. D'accord ? Et un tiers des Français considèrent l'attitude de l'exécutif trop ferme dans la gestion des conflits sociaux. Un Français sur deux estime que l'exécutif n'accorde pas assez de place au dialogue. Est-ce que vous entendez quand même ces critiques ? J'entends ces critiques. D'abord, premièrement, sauf erreur, au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron n'avait pas 70% des voix. Donc il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec Emmanuel Macron. Donc c'est normal qu'on les retrouve dans les sondages. D'accord ? Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, la difficulté, c'est le temps. Prenez par exemple, aujourd'hui, cette semaine, j'ai travaillé sur plusieurs projets de loi à déposer des amendements. Le projet de loi Élan, Egalim est en cours de discussion à l'hémicycle, la loi sur l'avenir professionnel avec Mme Pénicaud, et plus tard Pacte, et ainsi de suite. Déposer des amendements, construire une loi, ça prend énormément de temps. Nous avons eu des discussions il y a une semaine avec les ministres de Normandie et Mézard sur Élan. Ils ont participé à toutes les réunions de la commission. Mais les syndicats disent on nous reçoit, mais on ne nous écoute pas. Je ne suis pas certain de ça, parce qu'il y a une posture. Il y a une posture évidente. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait des élections à la fin de l'année. Donc aussi, à mon avis, certains syndicats ont des élections interprofessionnelles. Pardon, des élections interprofessionnelles. On l'a dit depuis quelques temps maintenant, ce qui se joue aujourd'hui, c'est cette bataille pour le leadership du mouvement social entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon. Vous, député de La République En Marche, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Qui vous inquiète le plus, Philippe Martinez ou Jean-Luc Mélenchon ? Aucun des deux. Aucun des deux. Et non, François Ruffin, peut-être ? Encore moins. Encore moins. Vraiment. Il se dit ici et là de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. À la fois, c'est l'opposant numéro 1, on va dire. En même temps, Emmanuel Macron en a fait l'opposant numéro 1. Donc il y a un jeu de part et d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon inquiète La République En Marche ? Sincèrement, vous prêtez à Emmanuel Macron des actions et des intentions qu'il n'a pas. D'accord ? Si, comme vous le dites, Jean-Luc Mélenchon apparaît comme un élément important de l'opposition à Emmanuel Macron, d'abord, c'est parce que... C'est peut-être vous qui allez nous dire, dans l'hémicycle, qui est l'opposant qui sont vos opposants ? Tout à fait. C'est parce que, premièrement, vous l'invitez souvent, lui et ses collègues, sur les plateaux. Bien plus que nous, aujourd'hui, c'est vous qui y êtes. Non, mais bien plus que lui, croyez-moi. Donc, je vous remercie d'être là, mais bien plus que vous, bien plus que nous... Alors, il y a des règles très précises sur les temps de parole, donc... Nous sommes d'accord. Il est faux de dire qu'on l'invite plus que les autres. Non, il est présent, il parle très bien, c'est ce qu'on peut lui reconnaître, et à partir de là, il intervient beaucoup plus que d'autres à l'Assemblée. D'ailleurs, à l'Assemblée même, dans l'hémicycle, si vous voulez, quand vous regardez les temps de parole, c'est l'opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche, qui a le plus de temps de parole, et la majorité, le temps de parole le plus faible en rapport avec son nombre de députés. Ce qui ne me choque absolument pas, on n'est pas du tout dans ce problème-là. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se crée autour de Jean-Luc Mélenchon ou pas ? Quand on voit qu'on a un parti socialiste, un premier secrétaire, Olivier Faure, qui a du mal, qui n'existe quasiment pas, d'ailleurs qui n'est pas dans les manifestations, est-ce qu'il y a quelque chose autour de lui ?
Honnêtement, non, parce que si vous regardez bien ce qui se passe, comment dire, le Parti socialiste a besoin de se reconstruire, donc laissez-lui quand même le temps de se repositionner. Et lors de la manifestation de la fête à Macron, vous avez bien vu qu'entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, c'était le grand amour. Donc déjà, laissez-leur régler leurs problèmes. Non, sincèrement, je crois que tout ceci, et on le voit sur le terrain, alors ça dépend des circonscriptions, mais sur le terrain, franchement, si la France était dans l'état que décrit cet appel à la marée populaire, si les Français étaient dans cet état-là, si les problèmes des Français étaient ceux-là, eh bien vous auriez non pas, comme l'autre fois, 40 000 personnes, mais 100 000, 200 000, 300 000, 1 demi-million. Là, bien entendu, ils vont vous annoncer 1 million de manifestants dans toute la France. Alors on verra. Je vous fais le pari. Vous faites le pari que la France insoumise annoncera 1 million de manifestants à travers toute la France. J'ai vu monsieur. Pari tenu. On va rejoindre Stéphanie Roch sur le terrain, Gare de l'Est. Stéphanie, l'un des enjeux de cette journée, c'est la sécurité. La préfecture de police de Paris redoute de nouveaux débordements comme le 1er mai dernier. Exactement, Sébastien. 1200 CRS et policiers sont mobilisés, encadrent ici cette manifestation. On les a vus arriver de nombreux cars de CRS qui se sont postés dans les rues adjacentes autour de nous. On est sur le bout du boulevard Magenta, ici, en tête de cortège. Alors c'est une organisation un peu particulière pour cette manifestation, c'est-à-dire que le mouvement citoyen va prendre la tête de cortège. On a vu notamment le comité Adama, vous savez, il porte le nom d'Adama Traoré, ce jeune homme qui avait été retrouvé mort après une interpellation musclée, c'était en 2016 dans l'Oise. Ensuite, il y aura les syndicats qui partiront en deuxième position avec la CGT, notamment Solidaire ou encore l'UNEF. Troisième vague avec les associations, on en a parlé avec Attaque ou encore Droit au logement. Et on terminera en queue de cortège parce que ce mouvement se veut populaire, la marée populaire et il se veut citoyen. Les partis politiques partiront en queue de cortège. On l'a dit, la France insoumise, le PCF ou encore le parti de gauche et le mouvement Génération de Benoît Hamon. Voilà, départ dans quelques minutes, c'est en train de monter en pression ici pour ce rassemblement qui va partir à 14h30. Et on est à 12 minutes du départ de cette manifestation. Merci Stéphanie. Et à tout à l'heure, à l'automne dernier, Jean-Luc Mélenchon avait reconnu avoir perdu la première manche sur la réforme du Code du travail. C'est quoi? C'est la deuxième manche, c'est le match retour, c'est la revanche qui se joue depuis quelques semaines? Écoutez, cette question me surprend. C'est pas ça le problème des Français. Ça, c'est le problème de M. Mélenchon. C'est l'ego de Jean-Luc Mélenchon qui veut, bien entendu, exister et faire match nul contre Emmanuel Macron. Mais les Français, c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est de retrouver un emploi, c'est d'améliorer la vie dans les cités, c'est d'améliorer l'entreprise, c'est d'avoir un exemple des soins bucco-dentaires, lunettes, des prothèses restent à charge zéro dans quelques mois. Enfin, les problèmes des Français, c'est ça. Les problèmes des Français, ça n'est pas l'ego de Jean-Luc Mélenchon. D'accord? Donc moi, j'en ai marre qu'on me parle tout le temps de est-ce qu'il y a 1-0, 2-0, 3-0. C'est pas le problème des Français. Le problème des Français, c'est... Et je lis, par exemple, un problème sur destruction des droits des salariés. Où avez-vous... Citez-moi un seul texte qui détruit les droits des salariés ou des chômeurs. Exemple, la loi, l'année dernière, nous avons voté une augmentation de 25% des indemnités de licenciement. Bon. Alors, quand on a 25% d'indemnités de licenciement, on ne va pas aller protester, d'accord? Bon, moi, j'ai une petite dame l'autre jour qui me dit, moi, ma CSG, vous comprenez, j'ai 1 400 €, vous allez me prendre 20 ou 22 € par mois, mais ma taxe d'habitation, elle est de 1 800. Je dis, madame, bonne nouvelle, vous aurez 600 € de moins là, au mois d'octobre. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Je dis, madame, la taxe d'habitation, ça se collecte en octobre. Ou pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas expliqué plus tôt? Est-ce que ce n'est pas ça aussi aujourd'hui le problème du gouvernement, ce qu'on appelle la pédagogie, d'expliquer un certain nombre de réformes? Est-ce que ce n'est pas votre boulot? Alors, vous avez raison. Et à ce moment-là, il y a plusieurs explications. La première, c'est que les ministres que nous avons sont des ministres compétents. Fini le temps où on a quelqu'un qui ne connaît rien à je ne sais quoi et qui devient ministre de je ne sais quoi. Là, les ministres sont compétents. Personne ne peut dénier à Mme Pénicaud, à Mme Buzyn, à M. Blanquer et à d'autres, à M. Mézard et à d'autres, l'expertise dans le domaine sur lequel ils travaillent. Et peut-être un peu moins politique. Il y en a quand même besoin. Effectivement, ils n'ont pas à ce moment-là, si vous voulez, le réflexe politique du camarade Mélenchon. Et à ce moment-là, ils n'ont peut-être pas la capacité, parce qu'ils ont aussi du travail, hein, ils n'ont pas que ça à faire, eux. Mélenchon, il n'a rien à faire que de protester. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, on se retrouve dans une situation C'est un député. Ou pour défendre la politique du gouvernement, vous n'avez aujourd'hui
que 312 députés En Marche, 45 députés MoDem et peut-être 25 sénateurs. Et en face de ça, vous avez 200 000 élus locaux, 100 000 de gauche, 100 000 de droite, faites-moi grâce du détail des chiffres, mais vous avez 200 000 élus locaux qui, à tout instant, critiquent la politique du gouvernement. Parce que nous n'avons, en tout et pour tout, en France, moins de 400 élus sur 200 000 qui peuvent défendre la politique du gouvernement. Donc là, on a un déficit. C'est le monde de la République En Marche. Et on va pas se plaindre. Image en direct de la gare de l'Est où va s'élancer d'ici quelques instants. Donc le cortège parisien, on a vu des drapeaux, des ballons, on a vu les ballons du Parti communiste tout à l'heure ou encore de la CGT, de Solidaire, du syndicat de la magistrature, Sud PTT, l'UNEF manifeste aussi, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération NPA. On voit aussi des drapeaux palestiniens. Il y a des associations qui manifestent, notamment le mouvement de la paix. Et puis il y a tous les absents, notamment l'UNSA, la CFDT, Force ouvrière ou encore le Parti socialiste qui a refusé de se joindre à cette manifestation. Vous avez sans doute lu l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans Libération. Il dit « Le pays est en ébullition, un cycle nouveau a commencé ». Alors, je vais vous décevoir, monsieur. Je n'ai pas lu l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans Libération. Eh bien, ma vie ne tourne pas autour des interviews de monsieur Mélenchon dans Libération. C'était une interview très instructive. Je vous livre justement une autre citation. Instruisez-moi. Nous affrontons un stratège déterminé et rusé. Il parle d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas Hollande, cet ectoplasme flottant sur l'eau tiède qui ne bougeait pas en attendant que tout le monde s'épuise. Macron, lui, est continuellement en mouvement, un mélange de Sarkozy et de Giscard. À l'Assemblée, il pleut des textes de loi, journalistes et députés suffoquent, les militants sont durement réprimés, la lutte est rude. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon ce matin dans Libé. Sur la première partie, ça doit vous plaire, non, quand même? Il y a plutôt un bon point décerné au chef de l'État, finalement. Dire que le président de la République a une vision et qu'il est déterminé, moi, ça me va très bien. Et je signale d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été élu. Pourquoi monsieur Mélenchon n'a toujours pas compris pourquoi lui, il avait perdu et pourquoi Emmanuel Macron avait gagné. Le camarade Mélenchon, je le connais bien, je l'ai même croisé dans les universités d'été du Parti socialiste à La Rochelle. Vous savez tous qu'il a un problème existentiel avec François Hollande et qu'il n'a vécu pendant des années que pour tuer François Hollande. D'où la petite pique encore aujourd'hui. Et encore. Bon. Donc c'est pas ça. Honnêtement, revenons au problème des Français. Les Français voyaient quoi? Que la société française dérivait vers un certain nombre d'injustices, dérivait vers une société qui économiquement était bloquée. Moi, j'ai eu des responsabilités internationales, j'ai voyagé par le monde entier et dans toute l'Europe récemment. Je voyais bien la différence, si vous voulez, de dynamisme de l'économie des entreprises pour ces pays-là qui n'avaient pas toutes les règles ou les pesanteurs, les normes, les lourdeurs, l'organisation de la France. Donc il était urgent enfin de changer cela. Ce n'est pas simple. Donc là, je vous disais tout à l'heure, le projet Élan, ça fait 10 mois que les ministres sont dans la concertation. Le projet Egalim sur l'agriculture, il y a eu les États généraux, ça fait 10 mois qu'ils ont travaillé dessus. Madame Pénicaud arrive là maintenant sur l'avenir professionnel. Ça fait presque 10 mois qu'elle travaille avec les organisations, les spécialistes. Il y a eu travail, mais sur cet aspect de travail, pour avoir suivi le Parlement, c'est pas nouveau. La République En Marche n'a pas tout révolutionné sur les travails du parlementaire. Parfois, voilà, il faut juste remettre... effectivement, il y a eu du travail qui est fait par les parlementaires, mais ce n'est pas apparu et ce n'est pas né avec la République En Marche. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, ça c'était le rapport de force et la situation d'il y a un an, 12 mois plus tard. Est-ce que quand même, vous pouvez comprendre ou pas certaines des revendications? Se dire, voilà, on a pu tester Emmanuel Macron, un an s'est passé, effectivement du travail a été fait, des projets de loi et des lois ont été votés, mais voilà. Écoutez, moi, ce week-end, le week-end dernier, je vais aller distribuer ce petit ouvrage-là. Un an au service des Français, La République En Marche, c'est le bilan des 12 mois? Un premier bilan, autant que faire se peut. Je vous en donnerai chacun un exemplaire et je vous invite à le lire. C'est sincèrement beaucoup plus instructif et plus juste que l'article de Libération dont vous venez de parler. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, voilà ce que nous avons fait. Et quand on parle de corriger les inégalités sociales, où se trouve la source de toutes les inégalités sociales? À l'école.
dans l'éducation. Et quelle a été une des premières mesures que nous avons présentées? C'est de dédoubler les classes de CP dans les zones REP et REP+, et d'en faire encore plus l'année prochaine. Et ainsi de suite. Donc nous, on construit des choses, on fait des choses réalistes. En face, je vais devoir vous quitter tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je dois aller à une manifestation. Vous aussi, vous allez manifester? Oui, je vais vous dire pourquoi. L'appel à cette manifestation, c'est très simple. C'est: voulez-vous vivre dans une société où les droits sociaux seraient réduits à néant, où les services publics et la sécurité sociale auraient disparu, etc., etc. Et voulez-vous au contraire une société plus juste? La réponse est oui. Plus solidaire? La réponse est oui. Plus démocratique? La réponse est oui. Plus égalitaire, avec un meilleur partage des richesses? Mais Jacques-Marie Lossian, voilà, si vous posiez la question aux manifestants de la Marée populaire, ils vous répondraient exactement la même chose. Nous sommes d'accord, sauf que le problème, si vous voulez, c'est que dans un cas, il y a une illusion du langage. Revenons à la vérité de la parole. Parce que les mots n'ont plus de sens. Quand vous voyez un député ceint de son écharpe tricolore, qui va, avec un mégaphone, haranguer, je vais être gentil, 80 manifestants au centre des examens d'Arcueil pour leur dire: vous avez raison. Député de la France Insoumise, Éric Coquerel. Nous sommes d'accord. Éric Coquerel. Il va haranguer 80 manifestants. Je peux vous dire qu'il n'y en avait pas plus de 80 parce que j'ai un stagiaire et j'ai des étudiants qui sont venus se plaindre qu'ils n'avaient pas pu passer leurs examens à Arcueil. Eux, ils étaient 400 ou 500 et il y avait à peine 80 manifestants qui bloquaient l'accès au centre d'Arcueil. Et sur les 80... vous pouvez compter, tous étaient loin d'être des étudiants. D'accord? Bon. Eh bien, les a vus, on l'a dit, on l'a montré sur les images. Voilà. Donc, quand M. Coquerel dit c'est scandaleux, on organise des examens. Oui, on organise des examens à la maison des examens. Oui, je suis désolé, c'est comme ça. Moi, j'ai passé des examens à la maison. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais justement, ces lycéens, ces infirmières, ces infirmiers qui sont aujourd'hui dans la rue, alors vous parliez de chiffres, 1 million, vous en faites quoi de ce chiffre, vous, de La République En Marche? Est-ce que finalement, vous dites, bon, bah, ils sont dans la rue, très bien, mais millions de manifestantes. Alors vous disiez, la France Insoumise va annoncer 1 million dans la rue. Mais vous en faites quoi de ce chiffre? Est-ce qu'il est important? À partir de quel moment vous vous dites, ça peut nous amener à réfléchir? Ou, comme Emmanuel Macron l'a dit depuis la Russie, finalement, on n'est pas une girouette de l'opinion. Nous, on y va, on fonce. Que les choses soient claires. Depuis des années, tout le monde se pose la question de savoir qui a raison, la CGT ou la force de police. Sur le comptage. Sur le comptage. Je pense que maintenant, vous avez une vision beaucoup plus claire de qui a raison et qui a tort. Plus exactement, qui dit la vérité et qui dit n'importe quoi. Vous-même, je crois plusieurs médias se sont rassemblés avec un organisme pour compter le nombre de manifestants dans les lorsque cortèges. les forces de police ont annoncé qu'il y avait à peu près 40 000 manifestants, la société a annoncé 38 900. Bon, heureusement qu'elle n'a pas annoncé 38 917, parce que là, ça aurait peut-être été un peu beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Mélenchon, ses camarades et la CGT, etc., ils multiplient les chiffres par 4, par 5, par 10. Donc quand je vous dis 1 million, mais c'est parce qu'il n'y en aura pas plus de 200 000. Alors, s'il y en a plus, je mea culpa et on analysera les choses. Mais quand j'ai cité le chiffre de 1 million, c'est parce qu'ils sont capables de voir 100 000 personnes sur une place qui n'en tient que 20 000. En revanche, si débordement il y a et qui seront les cas, ça, je pense que ça vous inquiétera beaucoup plus. Non, ça c'est un autre problème. Tout à l'heure, j'ai entendu le débat fort animé entre mon collègue et entre Laurent Saint-Martin et Benjamin Martin. Oui, c'est un euphémisme. Voilà, c'est un euphémisme. J'ai écouté aussi j'ai écouté Alexis Corbière sur ces questions. Nous sommes tous responsables du problème de la sécurité. Donc, et de ce point de vue-là, certains collègues insoumis disent ce qu'il fallait dire. La police ou la gendarmerie va faire ce qu'il faut pour sécuriser. Je vous rappelle que l'objectif, ça n'est pas de favoriser les affrontements. L'objectif, c'est de faire en sorte que personne ne soit blessé. Et tout se passe bien. Et tout s'est finalement très bien passé lors de la manifestation du 1er mai. Quand on se rappelle toutes les manifestations précédentes où il y avait eu beaucoup plus de blessés, beaucoup plus de voitures incendiées. La manifestation du 1er mai, c'est quand même les 1200 Black Blocs. C'est la manifestation des fonctionnaires qui s'est beaucoup mieux déroulée. Il a fait à Macron. La manifestation Black Bloc s'est relativement bien passé en termes de dégâts. Tout le monde a vu un magasin. Allez dire ça vous allez dire ça aux commerçants à Bastille? Je vous dis simplement, le commerçant ou le McDonald's, oui, mais pour le reste, par rapport aux statistiques des années précédentes, il y avait une très bonne organisation des forces de police. 14h30, bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du début de la manifestation de la Marée populaire. On rejoint sur place notre envoyé spécial, Stéphanie Roch. Stéphanie, le cortège va s'élancer d'ici quelques instants. Oui, alors je regarde derrière moi parce que en même temps, ça commence apparemment à bouger un peu les CRS qui interviennent. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe. Vous voyez derrière nous juste la tête de ce cortège avec les CRS qui viennent d'intervenir à l'instant, visiblement des heurts.
visiblement des heurts. Le rassemblement en tout cas commence effectivement. On est déjà à Place de la République. C'est vous dire un petit peu le nombre de manifestants qui sont aujourd'hui présents pour ce rassemblement. On attend de voir un petit peu comment ça se passe. Vous voyez CRS là, je vous laisse regarder l'image, on va faire vivre le direct, qui se sont placés juste derrière. Ça semble un petit peu tendu. Alors, on rappelle qu'il y a 1200 policiers qui sont déployés cet après-midi dans les rues de Paris. Il y a aussi des policiers en civil dans le cortège pour tenter d'éviter de nouveaux incidents. 20 compagnies de CRS sont mobilisées. Et on le rappelle, depuis le 1er mai, la doctrine a changé. Après justement ces incidents impliquant les Black Blocs, eh bien, la préfecture de police de Paris a décidé de renforcer le dispositif et de changer de doctrine. Avant, il s'agissait d'éviter le contact entre les casseurs et les policiers. Désormais, il faut intervenir le plus vite possible. Oui, alors sur les images qu'on est en train de voir, apparemment, le bataillon de forces de l'ordre qui s'était présenté en levant leur bouclier s'est retiré, a fait marche arrière. Si on en croit les dernières images de notre caméra et notre envoyé spécial sur place, on entend quelques sifflets. On a vu quelques ballons, effectivement, des différents partis qui sont présents. Et vous les voyez, ces forces de l'ordre déployées. Alors, voilà, apparemment, on est plutôt quand même, pour l'instant, dans quelque chose d'assez calme. Les forces de l'ordre sont vigilantes, mais voilà, il n'y a pas ni de lacrymogène, ni le fumigène, ni X ou Y qu'on peut observer autour du site. Jacques-Marie Lossian, vous craignez des débordements, des incidents. La préfecture de police disait hier avoir intercepté sur les réseaux sociaux des appels à manifester et peut-être même à dégrader. Alors, appel à manifester, ça me paraît oui. tout à fait normal. Après, je pense de l'ultra-gauche, des appels à se rassembler. Écoutez, tout le monde craint. Je fais confiance à la qualité de nos forces de maintien de l'ordre. Vous savez, j'étais cette semaine au centre de formation de la gendarmerie nationale. La France est connue pour son excellence dans les techniques de maintien de l'ordre. Mais vous reconnaissez sans doute que le 1er mai, eh bien, le dispositif avait été sous-évalué. Je n'ai pas tous les éléments pour vous répondre. Moi, ce que je retiens, c'est quand je regarde les statistiques, vous aviez eu des manifestations avec peut-être moins de Black Bloc les années précédentes, notamment contre la loi El Khomri. Et quand vous faites le bilan de ces manifestations à l'époque de la loi El Khomri, il y avait 5 ou 10 fois plus de voitures brûlées, de vitrines cassées. Et pourtant, il y avait probablement moins de casseurs. Donc, je pense que là, revenons à la réalité des choses. Si vous voulez, ce sont des éléments statistiques factuels. Le problème que nous avons aujourd'hui... Mais est-ce que ça vous inquiète, cette peut-être réapparition, peut-être pas de cette gauche radicale? Je vous coupe, Julien. Jean-Luc Mélenchon vient d'arriver à Marseille, où il va donc prendre la tête du cortège dans quelques minutes. On le disait, Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de se démarquer des autres leaders politiques et syndicaux en manifestant à Marseille et non pas à Paris. Le voici tout sourire, Jean-Luc Mélenchon, qui accordait une interview, on le disait, à Libération ce matin en disant que le pays était en ébullition. Jean-Luc Mélenchon qui va s'exprimer d'ici quelques instants. Les micros sont toujours tendus au leader de la France Insoumise. Voilà, il monte sur une petite estrade. Petit coup d'œil. Et les mots ont perdu leur sens. Le pays est en révolution, le pays est en évolution. En ébullition. Et il doit prendre la parole. On l'écoute. Dans quelques instants, nous allons démarrer. J'irai rejoindre le carré de tête où j'ai été invité à venir avec les représentants des 80 organisations qui, dans tout le pays, ont appelé à cet immense rassemblement que nous appelons Marée populaire. Mais si nous serons là-bas, représentants de ces organisations, je veux que chacun entende bien que cette marche et celles qui peut-être demain suivront ne sont la propriété d'aucune de nos organisations ni aucune de nos personnes. Ces marches sont la propriété de ceux qui décident d'y participer, chacun individuellement, comme une personne libre, digne, consciente, en train de défendre sa liberté, sa dignité
et son espérance pour le jour de demain. Ici à Marseille, nous avons une reconnaissance particulière aux organisations syndicales qui, les premières, dès le 14 avril dernier, nous ont permis et appelé à nous rassembler. Et cette reconnaissance aux organisations de salariés se tourne particulièrement vers la CGT, puisque c'est elle qui a appelé la première fois à ce qu'on se retrouve tous ensemble. Je m'adresse à vous comme député de Marseille. Tout à l'heure, d'ici le Vieux-Port, par la Canebière et jusqu'à la Castellane, nous allons porter un message. Ce message, il faut que la tête dure de M. Emmanuel Macron l'entende. Ce message, c'est ce dit le peuple populaire, comme on dit. Monsieur le Président, quand nous vous disons que nous manquons de soignants à la Timone, comme dans tant d'hôpitaux de ce pays, quand vous nous répondez en disant vous allez faire 1200 suppressions d'emplois et faire des économies parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand nous vous disons à l'université d'Aix-Marseille, si les jeunes gens occupent une faculté, c'est parce qu'ils ne trouvent pas normal qu'on refuse l'accès à cette faculté à tant d'intelligence, tant de jeunes gens qui sont nos portes ouvertes sur le futur le plus immense que la patrie peut avoir, dès lors que l'intelligence se déploie librement, construite par l'éducation. Vous nous répondez qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Quand nous vous disons, après les événements qui ont eu lieu à la Bustrine, nous avons besoin de policiers, nous avons besoin qu'ils aient du matériel parce que nous ne pouvons pas vivre au milieu des règlements de compte et que la première tâche de l'État, c'est d'organiser le désarmement des bandes en détruisant une bonne fois pour toutes les stocks d'armes. Alors vous nous répondez, il n'y a pas d'argent, il y a assez d'effectifs. Écoutez le peuple qui crie et qui vous dit nous ne vous croyons pas parce que vous nous mentez. Vous avez trouvé 4,5 milliards à donner à vos bons amis les riches. Et la semaine dernière encore, vous avez trouvé 800 millions à donner aux riches qui s'en vont et quittent le pays, alors que c'est exactement ou presque la somme que vous demandez en nouvelle économie pour les hôpitaux. Nous ne vous croyons pas. Le pays est riche, le pays doit partager, et il est assez que ce soit les mêmes qui aient toujours tout. Oui, nous sommes ces gens, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, notre religion, si nous en avons une, qui vous disons, nous ne comprenez pas, que nous ne supportons pas, que d'aucuns aient tant de fois plus que le nécessaire, des milliers de fois plus que le commun des mortels, tandis que d'autres n'ont rien. Au nom des pauvres, des humiliés, des sans-toit, des mineurs abandonnés, des sans-abri, des sans-boulot, nous vous disons assez, assez de ce monde. Nous voulons partager, nous voulons travailler, nous voulons enrichir la vie de chacun par le souci que chacun d'entre nous peut apporter. Voilà, mesdames et messieurs, quel est notre message? La France est un grand pays industrieux où sa jeunesse, son peuple est plein d'inventions, d'imagination, veut travailler, veut déployer son intelligence au service de la communauté humaine et d'une civilisation humaine qui ne serait pas entièrement vouée à l'égoïsme social, au chacun pour soi, à laisser crever les autres pendant que certains se gobergent. Voilà, vous autres du pays qui m'écoutez à cette heure, entendez l'appel de Marseille. Marseille, les Marseillais les premiers vous ont ouvert le chemin de ce rassemblement des partis, des syndicats, des associations, du peuple tout entier. C'est l'appel de Marseille qui vous dit formez ce front populaire dont le pays a besoin pour qu'on commence l'ère du partage, du renouveau, d'une autre société. Le voilà sous vos yeux si vous vous demandez ce que c'est que ce front populaire. C'est tous ces braves gens dont vous devez voir les yeux et les sourires. C'est eux qui portent la foi dans l'avenir que le pays tout entier porte. Aux salariés épuisés par le travail, aux familles qui s'inquiètent de ce qu'elles donnent à manger à leurs enfants et de ce que ça contient,
à ceux qui s'inquiètent de ce que devient l'air quand il est pourri, l'eau quand elle n'est plus buvable, et chaque chose qui nous entoure, êtres vivants ou inanimés, pollués, meurtris par un système abominable qui fait de tout des marchandises jusqu'à notre propre corps, notre propre être. Gloire à Marseille et aux Marseillais qui s'adressent au pays tout entier pour dire « Ne comptez que sur vous, il n'y aura pas de sauveur suprême, il n'y a qu'un maître, le peuple lui-même, peuple de lui-même, maître de lui ». Voilà pour la première intervention de Jean-Luc Mélenchon avant le début de la manifestation de la marée populaire à Marseille. Plusieurs choses à retenir, Julien. D'abord, cette phrase, ces marches ne sont la propriété de personne. Une façon de rassurer les alliés de Jean-Luc Mélenchon qui pouvaient s'inquiéter de voir le leader de la France insoumise tirer la couverture vers lui. Oui, c'est un petit peu ça. Et puis chacun vient, chacun y va en son nom propre. C'est un petit peu le message aussi que délivre Jean-Luc Mélenchon. Vous aurez remarqué que très rapidement, il adresse sa reconnaissance vers la CGT. Donc petit coucou à Philippe Martinez qui lui se trouve à Paris, donc à quelques kilomètres de Marseille. Mais pour résumer, on va dire la tonalité de discours de Jean-Luc Mélenchon, c'était le basta de Jean-Luc Mélenchon. Assez, n'a-t-il cessé de répéter, s'adressant à Emmanuel Macron, écoutez le peuple qui crie, qui dit « nous ne vous croyons plus ». Voilà pour la tonalité politique, mais comme on l'avait dit dès le départ, et ce n'est pas étonnant, on a un Jean-Luc Mélenchon en campagne marseillaise, car il parle de la Timone, il parle de la Busserine, le quartier, vous vous souvenez de ces images de scènes de guerre, lorsque des policiers ont été mis en joue, notamment à la Kalachnikov par des malfaiteurs. Il parle du Vieux-Port, de la Canebière, de la Castellane, tout y passe, tous les lieux de Marseille, donc on a vraiment, et il le dit lui-même, c'est l'appel de Marseille qui est là pour faire ce front populaire, pour prendre cette ère du renouveau, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, on a vraiment un discours à tonalité politique, là, sur cette estrade. Ancrage local et pour une manifestation nationale. J'ai envie de dire à Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc, camarade, chers collègues, l'élection présidentielle, les élections législatives, c'est en 2017, premièrement. Et deuxièmement, l'élection municipale, c'est en 2020. Donc si tu veux bien te concentrer sur l'état actuel de la France et sur les vrais problèmes, ce serait bien. Parce que moi, si vous avez un mouchoir, j'avais les larmes aux yeux. Parce que ça, c'est du Jaurès, c'est du Blum, c'est du Mitterrand. D'accord ? Et c'est vrai, tout ce qu'il dit. Mais, c'est vrai. Attendez, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Enfin, quand il dit le pays est riche, assez que les riches aient tout. Et toujours tout. Allusion à peine voilée à la suppression de l'impôt sur la fortune. Mais ça, j'invite les spécialistes des fake news à aller chercher ce que disait Jaurès, Blum, il y a 100 ans ou avant. Mais c'est la même chose. Et on est tous d'accord avec lui. Il faut faire mieux. Enfin, je vous l'ai dit, moi, le mot d'ordre, c'est une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique. Mais bien sûr qu'on est tous d'accord. Bien sûr que j'ai envie de le suivre. À une seule différence. Ça, c'est du... Allez, je cherche les mots les plus politiquement corrects. De la démagogie, du populisme, de la tartufferie, pour aller un peu moins correctement. Moi, je ne peux pas supporter ça quand je vois la vie des gens aujourd'hui. Et il dit, enfin, s'il y a des gens qui ont des problèmes, par exemple, dans les EHPAD, bien sûr, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle quand même que la majorité a été élue il y a 1 an, même pas 1 an, d'accord ? Moi, j'ai été élu il y a moins d'1 an. D'accord ? Donc je ne suis pas responsable à moi tout seul et mes collègues de la majorité, nous ne sommes pas responsables de ce qui est devenu la France pendant 30 ans. Sur l'augmentation de la CSG, sur la baisse du pouvoir d'achat des retraités, sur la suppression de l'ISF. Faux et presque vrai. Alors, dites-moi, faux et presque vrai. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai une grand-mère. L'augmentation de la CSG, faux. Non. Baisse du pouvoir d'achat, les petites retraites, c'est faux aussi. Non, c'est faux aussi. C'est faux aussi. Et excusez-moi, là on parle de Jean-Luc Mélenchon, mais on pourrait en dire autant de Laurent Wauquiez. D'accord ? Bon, sur l'histoire des petites retraites. Parce que les petites retraites, c'est quoi ? 40% des retraités ne sont pas concernés par l'augmentation de la CSG. Donc ça veut dire que 60% sont concernés. Premièrement. Deuxièmement, et là, c'est la droite qui a rajouté de l'eau sur le feu, comme on dit, et Mélenchon a mis de l'huile, pour faire une formule. Tous les salariés, tous les Français payent la CSG. Avec le discours qu'on entend, on a l'impression que seuls les retraités sont touchés par l'augmentation de la CSG. Non, vous, moi, nous sommes touchés. Et parfois, cette hausse de la CSG, elle est compensée. Et là, voilà, c'est pas alors, le cas. dans beaucoup de cas,
dans beaucoup de cas, cette hausse de CSG est largement compensée. Je vous rappelle que si vous êtes salarié, vous avez vu baisser vos cotisations de chômage et de retraite. Si vous êtes salarié, vous avez une augmentation de la prime d'activité. Si vous êtes une personne qui touche le minimum vieillesse, il y a plus de 500 000 retraités qui touchent le minimum vieillesse. On est en train de le passer de 800 à 900 euros. Ces gens-là, ils ne sont pas touchés par la CSG. Et ainsi de suite. Donc je peux vous démontrer point par point. Et alors, si vous êtes malheureusement, on va le dire comme ça, faites partie des retraités qui font partie des 20% les retraités les plus aisés ou les 20% des Français les plus aisés, oui, peut-être, là vous êtes touché, vous n'avez pas de compensation. Mais la petite retraitée qui gagne 1 400 euros, qui va payer 20 euros de CSG en plus chaque mois, à la fin du mois, à la fin de l'année, elle aura 600 euros de taxes d'habitation en moins cette année, elle aura 1 200 euros de taxes d'habitation en moins l'année prochaine, et dans 2 ans, elle aura 1 800 euros de taxes d'habitation en moins. Donc là, les gens, s'ils étaient, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en France, mais si les gens étaient aussi malheureux que ça, ils vous diraient, nous manifestons, nous sommes contre. Alors, ceux qui sont à l'image, je vous coupe, désolé, le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui est donc arrivé et qui va s'exprimer dans quelques instants, on le disait, hein, c'est un changement de stratégie. Julien, c'est la première fois, en tout cas depuis le début de la contestation, que la CGT se joint à des partis politiques pour manifester. Certains évoque un ralliement. En tout cas, c'est un changement de stratégie. Et on va... C'est pour pas qu'il se précipite. Jean-Luc Mélenchon qui a remercié tout à l'heure la CGT. Qui n'a pas cité le nom de Philippe Martinez. La CGT qui joue gros, on le rappelle aussi, après l'enlisement du conflit à la SNCF et à quelques mois d'élections interprofessionnelles. On l'écoute. J'ai écouté un peu ce qui se faisait ailleurs, il y a du monde, oui, c'est bien. Le sens de cette journée, c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis maintenant quelques mois, on peut dire. C'est une autre politique sociale de la part du gouvernement, parce que la politique pour les riches, ça suffit. À partir de quel chiffre vous allez vous ne connaissez pas bien, je ne suis pas un pronostiqueur. Quand les journalistes auront compté. Alors, le débat aujourd'hui, c'est qu'il y a la société civile, les syndicats, la CGT, les partis politiques, mais il n'y a pas d'unité syndicale. Donc, mais il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas l'unité syndicale. Et d'ailleurs, c'est un problème. Depuis un petit moment, il n'y a pas d'unité syndicale. Beaucoup l'espèrent, donc comment l'obtenir ? Eh ben, on travaille. C'est-à-dire ? On travaille. C'est-à-dire ? On travaille. Et vous, cette journée est-elle différente d'autres mobilisations ? Attendez, je vois rien là. Oui. Pourquoi cette journée est-elle différente d'autres mobilisations ? Cette journée, elle est différente parce que c'est un samedi et il y a beaucoup de salariés qui, par peur, ne peuvent pas faire grève la semaine et donc ça permet d'élargir la possibilité à ceux qui ne peuvent pas venir en semaine de venir le samedi et c'est l'objectif. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques du mouvement social qu'on connaît, c'est que, y compris chez les cheminots, c'est qu'il y a un grand turnover dans les gens qui participent, ça fait beaucoup de monde, mais pas toujours beaucoup en même temps. Ça aurait pas été mieux manifester avec eux. Pardon ? Le fait que syndicats et organisations politiques soient ensemble, c'est une nouveauté, c'est inédit ? Non, c'est pas nouveau, enfin, je comprends pas vos questions, enfin, on a l'impression que vous êtes né avant-hier. Ça arrive de temps en temps, à condition que les mots d'ordre soient clairs. Et vous avez noté que dans le texte qui appelle à cette journée, on parle de pouvoir d'achat, de droits collectifs, de protection sociale. C'est pas des questions qui intéressent les syndicats, ça ? Alors comment faire reculer le gouvernement et le président Macron ? Il y a cette mobilisation aujourd'hui, mais comment concrètement ? Il faut continuer à élargir, il faut convaincre, parce qu'il y a encore des salariés qui doutent, pas qui doutent que la politique sociale du gouvernement est mauvaise, qui doutent qu'en agissant, on peut gagner. Donc il faut continuer. Parce que vous avez parlé de la peur des salariés. Bien sûr que ça existe, la peur. Ça n'existe pas dans votre radio, la peur des salariés. Enfin moi, partout où je vais, les gens qui sont précaires, vous savez, même en signant une pétition, ils ont déjà peur pour leur boulot. Donc c'est la réalité de notre pays. Malheureusement, on a un patronat qui parle beaucoup de dialogue social
et beaucoup de la faiblesse des syndicats, mais quand il en veut partout sauf dans son entreprise. Et ils sont tous beaucoup comme ça. Alors la grève générale, ça ne se décrète pas, est-ce que vous la souhaitez? Il faut plus de salariés en grève, il faut qu'il y ait des grèves un peu partout, voilà, et c'est ce à quoi on travaille. Pardon? On verra ça lundi. Attendez. Julien, on a entendu Philippe Martinez botter en touche sur la désunion syndicale et sur l'absence de la CFDT, de FO et de l'UNSA. Oui, il y travaille. Il y travaille. Et il fait le constat, et il a raison, et il regrette justement que cette unité syndicale, certes, elle n'a pas lieu aujourd'hui, mais elle n'a pas eu lieu les autres fois. Il dit que c'est un problème. Donc on voit le travail qu'il a à faire aussi au niveau syndicat. Mais au basta de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, le ACAC, on a eu le basta de Philippe Martinez quand il dit ça suffit, la politique pour les riches. Donc les deux se font écho à des centaines de kilomètres de distance. C'est un petit peu, on va dire, l'image qu'on pourrait retenir de ce début de manifestation. Merci. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour suivre la suite de cette marée populaire à Paris et dans 80 villes de France. À tout de suite.